Avec ses 27 200 km² de terre, la Bretagne, péninsule encadrée par l'océan Atlantique sur 3 de ses côtés, est avant tout une côte livrée aux ardeurs des eaux et des vents. Déchiquetée, découpée, érodée ou polie, voilà 300 millions d'années que ces côtes subissent le lent travail de l'érosion, la colère des vents et l'assaut répété des marées. La Bretagne en tire sa spectaculaire beauté et ses contrastes qui ne sauraient laisser indifférents. De la diversité de ses paysages, de la richesse de ses couleurs, la Bretagne est une région que l'on redécouvre fardée d'une luminosité différente à chaque instant. Là, on est sur la pointe de Garreau. La pointe de Garreau qui s'avance dans la plaine de la Rance. La Rance est arrivée un beau jour, mais elle n'est pas venue comme ça. C'est un claquement de deuil. Non, c'était un petit ruisseau, comme on dit chez nous, un petit ruisseau. On disait même qu'à l'époque, avec une marche Wardonne, on aurait fait un pont. Oui, hein? On pouvait traverser sur une marche Wardonne. Oui, hein? oui. Oui. Donc c'est dire si c'était pas large, si c'était un petit ruet de rien du tout. Oui. Et quand on voit la largeur que ça a pris maintenant. à ce tour, hein, c'est terrible. Mais c'est à cause de Saint-Celiac, ça. Ah, le moine Saint-Celien, oui. Hein, qui a donné son nom au pays. Ben oui, il n'avait pas apprécié que les hommes qui venaient d'en face de Rigourdin venaient roucheux, venaient manger sa vigne. Ah, puis surtout la vigne. Le raisin, tant que ça avait touché les choux seulement, ça calait, mais là, voilà. venir roucher son raisin... Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il leur avait fait déjà, les hommes? Oh, ben alors, dans un premier temps, il leur avait tourné la tête à l'envers. Il avait la tête qui regardait le dessus. Oui, alors, ça fait que les hommes, en criant « avancez », ils reculait. Il reculait, mais c'était pas si homme que ça, tout comme, parce qu'il s'était bien rendu compte qu'il reculait, et du coup là, il s'était mis à marcher à recul. Et comme ça, il pouvait revenir, roucher encore le raisin à sa lion, quoi. Alors, il avait beau être un saint, on n'est pas moins homme aussi, alors il se felit pour de bon. Il prit sa crosse d'évêque, il tapit 3 grands coups, et du coup là, la Rance s'est élargie, et c'est devenu, comme on la voit, c'était... Voilà, les hommes ne pouvaient plus passer. Ce serait un camp viking qui aurait été là, à l'époque où la Rance était moins large. Et donc ils avaient bâti cette espèce de grand carré là. Alors on sait que ces charmants Normands, un peu broyards, un peu bagarreurs, sont venus dans le coin. Ben, on le sait d'autant mieux que c'est peut-être eux qui ont obligé les gens d'Alette à aller se réfugier sur le rocher de Saint-Malo. Oui. Enfin donc, comme on était quand même en Bretagne, ils sont tombés quand même sur des Bretons et ils n'ont pas pu rester là très longtemps. Non. Et ils sont repartis. Côté mer ou côté terre, tout porte à la rêverie et à l'épanouissement de l'imaginaire. En passant par Carnac et ses alignements mégalithiques, la forêt de Brocéliande et ses contes fantastiques, ou encore Saint-Malo et ses souvenirs de pirates, on se rend rapidement compte que la Bretagne est une source de découvertes inépuisables. La magie propre à cette région se retrouve notamment à travers les contes et légendes de Haute et Basse-Bretagne. Ces contes et légendes témoignent avant tout des origines celtes de la Bretagne. Les Celtes transmettaient oralement leur savoir et leur histoire en langue gallo. Le gallo, c'est la langue de la Haute-Bretagne, la langue romane. Elle ressemble à d'autres langues régionales de France, comme le poitevin, le charentais, le vendéen. Oui. Hein? Et la Basse-Bretagne, c'est la partie où on parle le breton, langue qui vient plutôt des îles britanniques, hein, puisque les Bretons sont arrivés... des Gallois qui savaient nager. Voilà, langue cornique,
galéique, enfin, ce type de langue qui venait des îles britanniques. Les Bretons sont arrivés au IVe siècle. Et la Basse-Bretagne, c'est la zone ouest de la Bretagne où on parle ce qu'on appelle le breton. Et la partie est, qu'on appelle la Haute-Bretagne, on parle gallo. Alors la limite, c'est au nord, sur la côte nord, une petite commune qui s'appelle Plouas. Et on descend en passant par le centre de la Bretagne, en passant par Pontivy à peu près. Et la limite, c'est la presqu'île de Rhuys, c'est-à-dire le golfe du Morbihan. La race celte serait l'une des plus anciennes au monde. Les Celtes seraient arrivés en Bretagne, en Irlande et en Cornouailles après le déluge de l'Atlantide, il y a 11 000 ans. Ils se rattacheraient à la famille des Indo-Européens qui paraît se former en Europe orientale ou en Asie mineure il y a quelques milliers d'années. Selon un consensus scientifique, ils seraient originaires des monts de Bohême, entre la Bavière et la Slovaquie actuelle. Ils apparaissent en Europe centrale, entre 1000 et 800 ans avant Jésus-Christ. Ils s'appelleront Gaulois en Gaule, Scots ou Gaëls en Irlande. En 77, les Celtes de l'île de Bretagne, de la Grande-Bretagne, les Bretons traversent la Manche pour s'installer en Armorique, qui veut dire petite mer en breton. Ils appelleront ce pays la Bretagne. La terre des futurs Bretons est alors recouverte de forêts, où vivent les populations autochtones paysannes que les envahisseurs organisent. La société celtique repose sur un modèle trifonctionnel, dont la première fonction, religieuse, magique et juridique, est assurée par les druides. Les Celtes apportent avec eux les secrets du fer, la langue qui deviendra la langue gauloise puis le gallo, et une nouvelle religion, le druidisme, transmise par la parole des druides. En effet, tout ce qui était important, digne d'être retenu ou transmis, était oral. Des bardes conservaient dans leur mémoire l'histoire du monde et de la société. La tradition orale que les conteurs de Bretagne perpétuent à travers les veillées descend directement de nos ancêtres les Celtes. Être conteur, c'est poursuivre la tradition de l'oralité populaire, quoi. Les conteurs qui allaient chez les gens, c'était bien souvent plus des mendiants que des conteurs. J'ai eu l'occasion, moi, de connaître les derniers conteurs. Bon, c'était des gens qui faisaient un peu peur et ils venaient compter pour une famille à une veillée, moyennant une soupe et un morceau de lard. Et puis il y avait aussi les contes des veillées parce que quand même la veillée était un moment important dans la tradition rurale. Les gens, après une journée de travaux, se réunissaient. Et puis surtout l'hiver, eh bien, au coin du feu, on racontait encore des histoires. Oui, le conte n'était pas seulement le conte pour enfants. Ce qui avait survécu à la tradition orale, c'était le conte pour enfants. Oui. Et encore bien arrangé. Mais le vrai conte populaire, il donnait effectivement un peu des indications morales aux gens. Ne pas rentrer tard la nuit, voilà, ne pas boire. Voilà. On pouvait rencontrer des ch'tains qui vous montaient sur leur dos sous forme de cheval. Avant, c'était le conteur qui faisait ça. Maintenant, c'est les gendarmes. C'est moins drôle. Oui. C'est moins drôle. Et puis il y avait aussi une certaine catégorie de contes pour enfants où, de façon déguisée, on disait à l'enfant, il ne faut pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas, il ne faut pas faire confiance à quelqu'un qui vient vers toi et qui ne fait pas partie de la famille ou de l'entourage. Ne pas répondre non plus à des gens qui adressent la parole. Le haupou est un lutin qui crie ouhou, et si on lui répond, il se rapproche de vous. À la 2e, 3e fois, il est devant vous, il vous prend par les pieds, il vous noie dans l'eau de mer. C'est sympathique comme petite bête. Et puis le conteur était quelqu'un d'assez âgé. Comme dit Pierre-Jacques Azélias, normalement on ne doit pas être conteur avant 40 ans. Oui. Et enfin, c'est ce qu'il pensait. Et parce que il y avait le côté sagesse dans le conteur, qui avait son expérience de vie, qui pouvait
c'est le conteur qui peut expliquer aux plus jeunes, là aussi, ce qu'il faut travailler, qu'il faut économiser, qu'il ne faut pas se disperser, enfin, il y avait toute cette morale-là du travail. Et puis aussi l'éducation, les conteurs étant souvent des grands-parents, c'était l'éducation des petits-enfants qui se faisait à travers le conteur. Pour les fées, pour les sirènes, pour les ch'tains, les lutins, tout ça, c'est les années, ça compte pas comme nous. Ah ben les siècles ne comptent pour rien, parce que c'est bien connu que si tu prends les Tuc-Gomon par exemple, eh ben, un gosse qui accepterait de suivre un Tuc-Gomon dans son royaume de sous-terre, à passer un récier un après-midi, hein, ah ben il va être bonesse bien sûr, parce que le Tuc-Gomon va lui donner tout ce qu'il va vouloir. Mais quand il va le ramener sur le rivage le soir, le petit gars-là, il ne retrouvera jamais son monde, ni ses parents purins. Il sera passé 2 siècles. Oui, ils sont tous morts et enterrés. Ouais. En une journée. C'est pour ça, ça peut pas... quand on cause du temps qui passe, nous, ça nous paraît long, des coups. Oui. Et pour accompagner des fées, des lutins, des sirènes, le temps n'a pas la même valeur. Ça, c'est un pays ch'tain. On veille bien que s'il y a eu tant d'histoires les ch'tains de la Rance, ils demeurent en bordure de Rance, dans le bouet, là, il n'y a pas mieux. Ah, sûrement que Sina, ce sera plus là qu'ailleurs. Puis alors, sous la feuille, parce que les ch'tains, on dit que les ch'tains, c'est pas haut. Les lutins de par-chez-nous, ça ferait... haut comme ça, et quoi, on le chapet. On le chapet, ouais. On le chapet. C'est un chapet à métier pointu, là, oui. Avec la bande en argent dessus. Mais alors, ils sont vifs, hein. Ah, ils sont vifs, oui. On peut éviter les ch'tains avec un vieux clou rouillé. Voilà. Hein? Le ch'tain, tu lui donnes ton vieux clou rouillé, et il se demande ce que c'est, à quoi ça peut servir, et durant le temps-là, tu peux tenir le. Oui. Tu peux tenir le. Ou encore du rouge vif. Du rouge vif, mais bon. Mais je ne sais pas pouiller en rouge vif. Ou alors, il paraît, ce pouilleux harvé aussi. Ce pouilleux harvé. C'est-à-dire mettre sa veste... mettre sa veste à l'envers. Oui. Pas direct sur la Rance. Pas direct, non. C'était des fées, nous. Les sirènes, il y en a la sirène de la Frénoy, mais alors là, c'est du côté du Cap Fréhel. Alors là, il y a une sirène bien connue. La sirène de la baie de la Frénoy. Alors là c'est une vraie sirène. Même qu'il y a eu un charbonnier au 19e qui l'a pêché. Oui. Il l'a pêché dans un grand filet. Et alors, et même que, comme ça a une queue de paillisson, les sirènes, même que la femme du charbonnier... Elle voulait la roucher. Elle voulait la manger. Oui. Alors, elle a promis fortune en échange de la vie, et ils n'ont pas eu à se plaindre de la bonté de la sirène, parce qu'elle nous a donné, en battant le yao avec sa queue, eh ben, toutes les gouttes de yao devenaient des pièces d'or ou pièces d'argent. Oui. Alors, il y a une famille qui a été heureuse. Oui. Ouais. Et comme cas, des fois, tu vois, il ne faut pas voir le profit immédiat. Voilà. Parce que s'ils avaient rouché le paillisson là, ben, ils n'auraient rien eu après. Alors seulement, elle a dû être tracassée parce que la sirène de la Frénoy, il paraît qu'elle serait partie aux Indes. Mais alors... ça a été dit, ça. Ça a été dit. Mais on ne l'a pas revu. Mais comme on est ancien Quimper, qui dit que la sirène n'est pas revenue? On a les goulafés aussi, hein. Ah ben, des goulafés, il y en a tout le long. Il y en a par là. Des grottes que les fées demeuraient dedans. Hein, ah ben oui, mais il y avait tout un tas de fées. Alors les fées, attention, il y a les petites fées qu'on va le soir, ou alors le matin, mais alors il faut se lever à la pique du joug. Oui, oui. Et alors, le soir, au soleil couchant, là on éveille. Hein, mais il faut être patient, il faut pas faire de bruit, et puis là on veille les petites feuilles qui sont tiens, grosses comme mon dard. Oui, ça fait manièrement de beluette. Oui, des petits feux follets qu'on dirait, alors des robes couleur d'arc-en-ciel. Oui. Et alors ça c'est les petites fées qui sont au service de la reine des fées, la fée du bec du puits. Là c'est la reine des fées de la Rance.
C'est d'ailleurs assez rigolo qu'on est là à Conte des Fées, parce qu'il y a depuis 3 ans, là, depuis qu'on est sur un siècle impair, qu'on peut en voir des fées. Oui. Parce que les siècles pairs, on n'en voit pas de fées. Non. 19e, il y en a eu hardi de vue. Oui. 20e, poignette. Non. Et là, on commence à en revoir. Oui. Ça se mérite, et puis surtout, alors ça, faut le dire et gosse, qu'à chaque fois qu'il y en a un qui dit que les fées n'existent pas, ça en fait mourir une. Oui. Et ça, c'est important de le dire, et gosse, quand même. Parce que les fées, au deviennent toutes petites. Paraîtrait même que sur la fin de sa vie, une fée, on pourrait la porter avec comme lisseux, comme drap de mort, un pétale de rose. Ça suffirait. Brocéliande n'est Brocéliande que dans les contes. Sur les cartes, cette tache verte de 7500 hectares s'appelle officiellement la forêt de Pimpon. Forêt sacrée des anciens Celtes, des anciens chevaliers de la table ronde, du mythe du roi Arthur. Forêt de légende, elle incarne toute la magie bretonne. Alors ici, on est au nord-est de la forêt de Pimpon. C'est la basse forêt. Plus précisément, dans le domaine de la légende, dans le domaine de l'autre monde, on est sur les terres de la fée Viviane et l'enchanteur Merlin. Ici, pour l'amour de Viviane, pour l'amour de la fée, la nymphe des eaux, Merlin a bâti un domaine d'éternité, mais qui n'est pas visible par tous les hommes, par le commun des mortels. Il se cache sous les eaux de Compère, sous le lac. C'est ce fameux palais de cristal qu'on rencontre dans la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Viviane est plus rattachée dans le monde féerique à l'élément eau, puisque elle a établi sa demeure sous les eaux, alors que Morgane est plus, on va dire, quelqu'un qui serait lié à la terre, aux éléments chthoniens. D'ailleurs, Morgane est une image beaucoup plus ancienne que Viviane, si je puis dire. Morgane, on a parlé tout à l'heure de la légende arthurienne, qu'elle venait de la mythologie celtique, et Morgane est en fait une déesse de la guerre. C'était la Morrigan. Et bien entendu, en tant que déesse de la guerre, elle conduisait les guerriers sur les champs de bataille. Et c'est vrai que pour un guerrier celte, la plus belle mort qui puisse exister, c'était de combattre et de mourir sur un champ de bataille. Donc forcément, Morgane est devenue, après dans la légende arthurienne, une femme de pouvoir, une maîtresse femme, ce qui ne plaît pas à tous les hommes. Et c'est vrai que cette Morgane va tenter aussi, à sa manière, de manipuler Arthur, puisqu'ils ont quand même un rapport familial, ces deux-là, puisque Morgane est la demi-sœur d'Arthur, c'est-à-dire qu'ils ont la même mère, mais pas le même père, puisque Arthur c'est Uther Pendragon et Morgane, eh bien, c'est le duc Gorlois de Cornouailles. Et cette Morgane va finir en Brocéliande, elle va se retirer sur ses terres, qui sont le Val sans retour. Le Val sans retour, puisque dans la légende, Morgane a pris habitude d'enfermer tous les amants infidèles dans ce Val, d'où le nom de sans retour pour certains, pas tous. Hein. Et ce Val sans retour, le domaine de Morgane est situé dans l'autre monde. Alors qu'est-ce que c'est cet autre monde? Parce qu'on le rencontre beaucoup dans la légende arthurienne. Eh bien, ça vient aussi du monde celtique. Les Celtes ne croyaient pas aux enfers, au paradis, comme dans la conception chrétienne, mais à un monde parallèle au nôtre, qui est le Tirnanog, le pays de l'éternelle jeunesse, le pays où on ne connaît pas la faim, la soif, où tout est produit comme ça de manière extraordinaire, un petit peu comme le jardin de l'Éden quand même. Et là, eh bien, dans cet autre monde, vous avez des héros, des guerriers, mais aussi vous avez des revenants. Et à certaines périodes de l'année, les frontières deviennent plus poreuses, si je puis dire, et il y a comme ça une interpénétration du monde des vivants et du monde comme ça des Celtes, de cet autre monde, qu'on retrouve d'ailleurs dans une fête qui revient à la mode, c'est Halloween.
Arthur c'est un roi, c'est un héros, donc le héros a toujours une conception magique. Il ne peut avoir, on va dire, une naissance qui est celle du commun des mortels. Donc il y a, on va dire, une petite complexité au départ. Quand Uther, le roi de Grande-Bretagne, qui s'appelle Uther Pendragon, Pen en breton ça veut dire le chef des Bretons, tombe amoureux de cette femme, Igerne, la duchesse de Cornouailles, c'est bon, apparemment une très belle femme, qui n'est pas la sienne malheureusement, mais est-ce qu'on commande ses sentiments? Je crois pas tout le temps. Et il va tomber fou amoureux de cette femme, et comme ce n'est pas moral quelque part, puisqu'il désire une femme qui n'est pas la sienne, la seule manière d'accéder à cette femme, c'est bien entendu la magie. Et c'est là que Merlin apparaît, en disant au roi, bien oui, moi je peux tout accorder, je peux satisfaire les moindres de tes désirs, mais en contrepartie, tu devras me donner quelque chose. Et Merlin, bien entendu, lui fait passer une nuit avec cette duchesse, en le faisant prendre l'apparence du duc, le mari de cette dame, mais le prix à payer, si je puis dire, c'est le fruit de cette union qui va naître, c'est ce fameux Arthur. Et Merlin va l'emporter. Il va l'emporter, mais il ne le garde pas pour lui. On peut imaginer qu'il va venir ici en forêt de Brocéliande, l'élever, lui enseigner la magie, mais apparemment Merlin n'initie que les femmes. Il n'initie pas les hommes, et il va le confier à un personnage qui s'appelle Antor, et qui est un petit vassal, un vavasseur, qui se trouve aux frontières de l'Écosse. Et Antor va élever Arthur comme son propre fils. D'ailleurs ça tombe bien parce que lui-même a un petit garçon qui s'appelle Kay, et le temps va passer 5, 10, 15 ans, jusqu'au jour où Uther meurt, la population désemparée pense qu'il n'y a pas d'héritier, et bien entendu Merlin, qui est toujours là pour, on va dire, enrayer la machine, la magie aussi, va proposer un tournoi. Bon, c'est une solution à l'escalier, mais en tout cas elle va être acceptée de tout le monde. Bien entendu, Merlin a déjà tout prévu, il a posé les jalons, et bien entendu celui qui va être le souverain de Grande-Bretagne, ça va être Arthur, grâce à ce fameux épisode qu'on connaît tous, c'est l'épée qui est fichée dans la pierre. Bien entendu, l'épée est réservée à Arthur parce que lui seul est prêt justement à accéder à la royauté. Ce qui fait, on va dire, la fascination que exerce toujours cette légende, et puis aussi qu'on s'y perd un petit peu parce que les personnages, on les connaît finalement. Arthur, ça nous parle, Merlin, Viviane, mais il y a plusieurs versions. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai dit Arthur accède à la royauté en ôtant l'épée de la pierre, j'ai pas omis, je n'ai pas parlé sciemment d'Excalibur, parce qu'elle s'appelle Excalibur, cette épée, parce que dans certaines versions, l'épée que Arthur ôte de la pierre est simplement une épée de souveraineté, c'est-à-dire qu'elle le désigne comme roi, et ce n'est que après, parce qu'il va casser cette première épée. Au départ, Arthur est un peu fougueux, il ne maîtrise pas, il est tout jeune, il est adolescent, mais il va casser cette épée, et c'est Merlin qui va l'emmener ici, auprès de ce lac, et là, Viviane va lui remettre cette fameuse épée Excalibur, en lui disant que grâce à cette épée, eh bien, il aura toujours la victoire d'assurer, et que son fourreau dans lequel il va la ranger est aussi important, parce que son sang ne coulera pas. On a un fond de cette légende qui est du domaine de l'oralité, qui plonge, on va dire, vraiment ses racines dans la nuit des temps, qui est bien entendu une mythologie surtout celtique. D'ailleurs, on peut même aller plus loin, on peut même parler de mythologie indo-européenne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mise par écrit se fait au Moyen-Âge, aux alentours de 1170. On est là, on va dire, au moment où il y a un auteur qui va porter vraiment la légende, qui va lui donner aussi ses lettres de noblesse, c'est Chrétien de Troyes. Les druides, il y en a plusieurs. Vous avez des bardes, des ovates. Merlin appartient, on va dire, à la classe des bardes.
c'est-à-dire qu'il est la mémoire du monde. Il raconte l'histoire des clans guerriers et il est barde parce qu'il possède aussi un pouvoir magique. On le connaît sous le nom de l'enchanteur, mais d'où ça vient tout ça? C'est tout simplement qu'il a le pouvoir de la parole. Merlin a le pouvoir de la parole et aussi du son, puisque bien souvent il est représenté avec la harpe, qui est un instrument aussi magique, puisque grâce à cette harpe, dans certaines légendes du roi Arthur, il va se mettre au centre d'une danse de pierre et en jouant de la musique, il va pouvoir faire élever ces pierres dans le ciel alors que 5000 hommes n'avaient pas suffi justement à en soulever, à en déplacer, ne serait-ce que de quelques millimètres. Merlin, c'est aussi le maître des éléments. C'est celui qui manipule la pluie, le beau temps, qui se déplace un petit peu par le vent. Mais ce mage, cet enchanteur, qui a tous les pouvoirs, il a quand même une faiblesse qui est bien humaine et qui est, ma foi, très réjouissante. C'est qu'il aime la fée Viviane et il l'a rencontrée au château de Compère, ou du moins au cœur de Brocéliande, à la fontaine de Barenton. Et tous les ans, pas à n'importe quelle date, au solstice d'été, Merlin a pris l'habitude de rencontrer Viviane. Et tous les ans, il va lui livrer une bribe, quelques bribes de son savoir. Et un jour, Viviane va lui faire une demande étrange. Elle lui dit, voilà Merlin, j'aimerais connaître l'ultime enchantement. Alors qu'est-ce que c'est cet ultime enchantement? C'est tout simplement 9 phrases, 9 incantations qui permettent à une femme, à une jeune fille, de garder un homme auprès d'elle, sans barreaux, sans prison, sans rien du tout. Et Merlin sait très bien ce qui va arriver. Mais il va accepter. Comme il a encore un petit peu de temps à faire auprès d'Arthur, il a quand même lancé les chevaliers de la table ronde dans la quête du Graal, il va livrer une seule phrase chaque année à Viviane. Et au bout de 9 ans, le temps est arrivé, et Merlin court comme un fou droit vers son destin, vers Brocéliande, vers la femme qu'il aime. Et c'est le mois de mai. Et Viviane va le conduire ici, au tombeau de Merlin. Alors bien entendu, la légende nous dit que le tombeau n'y est pas encore. Mais il y a un arbuste qui est en fleurs, c'est la blanche épine, l'arbre des fées. Et on dit qu'il ne faut jamais s'endormir sous l'aubépine parce qu'on se réveille complètement fou. Et Merlin va se laisser conduire par Viviane. Il sait très bien les propriétés de l'aubépine, mais qu'à cela ne tienne, il se laisse conduire. Viviane va le faire asseoir. Et dans un langage d'autrefois, Merlin va lui murmurer la dernière phrase, Viviane va lui caresser ses cheveux, lui va s'appuyer contre son épaule et il va s'assoupir, il va s'endormir. Quand Viviane le voit si vulnérable, si fragile, elle va se lever, défaire les voiles de sa coiffe, faire 9 tours, prononcer les 9 phrases, et quand Merlin se réveille, il est prisonnier. Alors c'est pas une terrible prison, hein. C'est tout simplement une colonne d'air qui monte jusqu'au ciel. Et il dit à Viviane, pourquoi tu as fait cela? Elle lui dit en haussant les épaules, mais tout simplement parce que je t'aime et je veux te garder rien qu'à moi. Mais autant de fois tu m'appelleras, autant de fois je viendrai te retrouver. Et pour notre amour, eh bien, tu seras prisonnier à jamais, éternellement, de la forêt de Brocéliande. Alors voilà comment se finit l'histoire de Merlin, si on peut dire qu'elle se finit, puisque la légende n'a pas de fin. Et je crois que les gens ont bien compris, en venant rendre visite au tombeau de Merlin, que la seule mort qui puisse exister, parce que vous vous doutez bien que Merlin, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas enterré là-dessous, la seule mort qui existe, c'est celle de l'oubli. Et tant qu'on réactivera justement cette légende, eh bien, la légende n'aura pas de fin. Merci. Terrien,
Éleveurs de bétail et agriculteurs à l'origine, les Celtes n'étaient pas des habitués de la mer. Ayant émigré en vagues successives vers les pays où le soleil se couche, ils se sont heurtés à la mer, le grand océan, qui dans les croyances de l'Antiquité entourait le monde. Au-delà de la peur, les Celtes ont éprouvé une sorte de fascination envers cette mer, qui s'est traduite par de nombreuses croyances à propos de l'autre monde. Ces croyances sont liées à un culte de l'au-delà, remontant aux croyances mégalithiques dont ils sont les héritiers. L'Armorique est pour eux une terre de jonction entre deux mondes qui coexistent. Les Celtes parlaient d'un autre monde enchanté, à la limite où la terre et l'océan se confondent. Pour eux, la mort représentait le commencement d'une vie meilleure. Dans la légende, l'Ankou est le serviteur de la mort. Il vient chercher le défunt qu'il transporte au royaume des morts en charrette. Dans les régions du littoral, il s'agit d'un bateau de nuit qui conduit le défunt à l'embarcadère, qui permet aux âmes d'accéder à l'autre monde, de l'autre côté de l'océan. Une des légendes les plus connues, propre au pays de la mer, est teintée d'histoire, et la légende de la cité engloutie, la cité d'Is. Traditionnellement, la ville d'Is se situait en baie de Douarnenez ou à la pointe du Raz. Cette cité disparut sous les flots à une époque indéterminée, peut-être au début du VIe siècle. La ville d'Is était la capitale du roi Gradlon de Cornouailles, bâtie sur une île protégée de la mer par une digue. Elle était une cité de débauche, où Dahu, la fille de Gradlon, se livrait aux pires orgies et tuait chaque matin ses amants de la nuit, malgré les avertissements de saint Guénolé. Tant et tant que Dieu décida de détruire cette Babylone maritime. À cet effet, il permit à Satan de s'introduire dans la ville sous les traits d'un jeune homme dont l'infinie beauté séduisit la princesse. Celle-ci, ivre d'amour, lui confia pendant la nuit les clés des portes de la ville qu'elle avait dérobées sur la poitrine de son père endormi. Aussitôt, le démon ouvrit les portes écluses protégeant Is et la marée se précipita dans les rues, noyant la cité et ses habitants. Saint Guénolé, toutefois, prévint à temps le roi Gradlon, qui bondit sur son cheval avec Dahu en croupe. Mais tandis que le cheval du saint filait devant les vagues, celui du roi se traînait, alourdi par les péchés de la princesse. Guénolé ordonna alors à Gradlon de se séparer de celle que Dieu avait maudite. Le roi refusa, et aussitôt le flot vint battre les sabots de son cheval. Désespéré, Gradlon comprend alors que la sentence du Très-Haut est définitive et abandonne sa fille débauchée à son triste sort. Aussitôt, son cheval bondit et rejoint la terre ferme. La ville est alors engloutie. Aujourd'hui encore, il arrive que par temps calme, si vous regardez bien, si vous vous concentrez, vous pourrez apercevoir sous les eaux les toits et le clocher de la cité engloutie. Quant à Dahu, on l'a dit transformé en sirène, qui, incorrigible, attire les hommes par ses chants et leur impose 1001 tourments. L'histoire de la Bretagne est inscrite dans ses pierres, à travers ses menhirs, ses chapelles romanes, églises gothiques, châteaux forts, citadelles maritimes ou manoirs du XVIIIe siècle. De 5000 à 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est la période néolithique. Avec quelle civilisation les mégalithes sont-elles arrivées en Europe? Nous n'avons aucune certitude, mais vraisemblablement, ces blocs de pierre étaient la manifestation d'une spiritualité et du culte des morts. Il s'agirait de monuments funéraires. Les Celtes ont alors réutilisé ces sites mégalithiques. Les sites mégalithiques sont soupçonnés d'être la représentation du cosmos sur la Terre. Les dolmens étaient considérés comme les portes de l'autre monde, les déesses puis les fées apparaissant sur les tertres. La Bretagne possède le plus grand nombre et la plus grande diversité de ces pierres.
Il en reste plus de 3000 dans la seule région de Karnak, étendue sur presque 1 km de longueur. Les mégalithes sont de grandes pierres placées par les hommes du Néolithique, entre 5000 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Ces monuments ont été dressés par un peuple mal connu. Ils devaient avoir atteint un certain degré de civilisation pour déplacer et mettre debout des pierres pouvant atteindre jusqu'à 350 tonnes. La signification et l'origine de ces édifices est incertaine. On en distingue 2 types principaux, les menhirs et les dolmens. Menhir signifie pierre longue en breton. Ce sont des monolithes dressés, disposés de plusieurs façons. Les menhirs isolés, généralement très hauts, étaient placés sur un point d'eau, sur un sommet ou à proximité d'une tombe. Le grand menhir de Locmariaquer, aujourd'hui brisé en 5 morceaux, mesure 20,30 m et pèse environ 350 tonnes. Les menhirs groupés, disposés en file ou en alignement, tels ceux de Karnak, seraient les vestiges de monuments religieux consacrés au culte de la lune ou du soleil. Les dolmens, quant à eux, seraient des chambres funéraires. Plusieurs squelettes ont été découverts, protégés par ces structures de pierre. Les dolmens peuvent être construits d'abord en surface, puis recouverts d'une butte de terre. Ce sont les tumulus. Recouverts de pierre, ce sont les cairns ou allées couvertes. Ils peuvent également être creusés dans le sol ou aménagés dans une grotte artificielle. Certains murs et plafonds de ces chambres funéraires sont ornés de gravures, de motifs géométriques ou représentant des animaux. Les tumulus ont un diamètre d'environ 15 mètres. Ils recouvrent une fosse rectangulaire contenant un cercueil en bois dans lequel est placé le défunt. Celui-ci est allongé sur le dos et accompagné d'un bagage qui trahit sa situation sociale. S'il s'agit d'un guerrier, une épée, le harnachement du cheval et un récipient en bronze font partie du mobilier funéraire.
Le mystère des mégalithes reste entier quant à l'origine et au degré de connaissance du peuple qui en est l'architecte. Au fil des siècles, la Bretagne, terre catholique, a superposé sa ferveur à ses superstitions. Elle a tracé des croix sur ses mystérieux menhirs, construit des chapelles sur d'anciens tumulus, fait côtoyer sur ses églises des statues de la Vierge et des représentations de Morgane et des sirènes avec les 12 apôtres. Partout, la présence de la mort et de l'enfer revient comme une obsession. Sur les calvaires, au fronton des églises ou sur les ossuaires formant les enclos paroissiaux. La légende dorée de la Bretagne, autrement dit l'histoire des saints, qui du 5e au 7e siècle l'ont évangélisée, peut se lire à travers l'art sacré, très présent et très bien conservé dans cette région. L'art sacré couvre en effet toute la campagne, de la Haute à la Basse Bretagne. Villages et bourgs sont comme satellisés autour de l'église et de l'enclos paroissial. La richesse et la finesse des calvaires, l'inspiration de la statuaire, font des monuments des plus modestes cités, des ensembles architecturaux d'une beauté fascinante. L'enclos paroissial est l'ensemble monumental le plus typique que l'on rencontre dans les bourgs bretons. Il s'ouvre habituellement par une porte triomphale, donnant accès à l'église, au calvaire et à l'ossuaire, et permet à la vie paroissiale de rester étroitement attachée à la communauté des morts, puisque l'enclos a pour centre le cimetière. La concurrence qui existe entre villages voisins explique la richesse des enclos qui ont surgi en Basse-Bretagne sous la Renaissance et au XVIIe siècle.
la porte monumentale est traitée en arc de triomphe pour symboliser l'entrée du juste dans l'immortalité. Les ossuaires, qu'on élevait contre l'église ou le mur du cimetière, servaient à recueillir les ossements des défunts de la paroisse. Ces ossuaires sont ensuite devenus des bâtiments isolés et d'exécutions plus soignées. Ils ont pris la forme de reliquaires et ont servi de chapelle funéraire. Les calvaires, eux, sont de petits monuments de granit, groupant autour du Christ en croix des épisodes de la Passion. Ils servaient à l'instruction religieuse et étaient essentiellement l'œuvre de tailleurs de pierre villageois. Ainsi, si la quête du Graal ne semble plus d'actualité, le sentiment religieux reste très présent. La Bretagne demeure une région riche de traditions, dont l'identité forte ne semble pas, tout comme ses légendes, souffrir de la modernité. Chaque année, la popularité grandissante des festivals interceltiques de l'Orient ou des vieilles charrues de Carré-Plouguer est le symbole d'une Bretagne à jamais séduisante. Le conte, ça fait rire, ça peut faire rire, puis ça fait rêver aussi, quoi. Et peut-être que les gens ont besoin de rêver. Oui, ils ont besoin de rêver et de rire. Donc le conte est tout trouvé pour répondre à ces deux fonctions, là. Il faut se laisser emporter par le conte, ou par le conteur, mais il faut rentrer dans son jeu, dans son histoire.